autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de cette production de l'Info à chaud. L'Info à chaud de ce soir pose ses valises du côté de Bangui, du côté bien sûr de la République centrafricaine où le mandat de la mission de stabilisation de la paix de l'ONU a donc été, dont le mandat a été prorogé d'un an par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pas de changement du côté des effectifs. La mission de maintien de la paix conserve son plafond de 14 400 militaires et 3 020 policiers. Peu de changements du côté donc des tâches prioritaires. La MINUSCA doit toujours protéger les civils et appuyer le processus de paix et l'accord politique de 6 février 2019. Mais les négociations autour du renouvellement d'ailleurs de ce mandat ont été bien plus compliquées que prévu et 3 pays se sont abstenus, la Russie, la Chine et le Gabon. Ce soir, donc, on s'intéresse bien sûr à ce renouvellement d'un an, mais il faut le dire, au terme des échanges qui ont pratiquement été compliqués de ce côté, avec ces négociations compliquées, Bangui a posé une condition, le renouvellement bien sûr du mandat de la MINUSCA à une seule condition, le respect de l'interdiction bien sûr des vols de nuit. Voilà donc une condition posée sur la table par Bangui. On va donc comprendre les contours qui ont conduit au renouvellement, bien sûr, de ce mandat de la MINUSCA, dans le cadre de cette édition de l'Info à chaud. Pour en parler ce soir, nous accueillons bien sûr notre invité. Il réagit en direct du Burkina Faso. Il s'agit de M. Pimanea. Il est le président du cadre d'action pour la patrie en abrégé CAP. Il réagit donc en direct du Burkina Faso. Bonsoir à vous, messieurs, et bienvenue. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Retour donc sur ce plateau où nous parlons bien évidemment de la République centrafricaine avec bien sûr le renouvellement du mandat de la MINUSCA, un renouvellement d'un an selon bien sûr les informations qui nous parviennent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 3 pays se sont pratiquement abstenus, soutenant bien sûr la République centrafricaine dans sa démarche. Il s'agit bien sûr de la Russie, de la Chine ou encore du Gabon. Bangui de son côté a exigé bien sûr une condition, celle en rapport avec le respect de l'interdiction bien sûr des vols de nuit, une condition mise donc sur la table par Bangui en vue bien sûr de ce renouvellement d'un an de la mission d'ailleurs des Nations Unies déployée du côté de la République centrafricaine. Un renouvellement bien sûr qui intervient dans un contexte où bien sûr du côté du Mali, il faut le dire, le Royaume-Uni, où de ce côté également le Royaume-Uni a ordonné le retrait de ses troupes déployées du côté du Mali. On va s'interroger sur la problématique autour de ces missions de stabilisation de la paix de l'ONU déployées à travers le continent africain. Pour en parler, on va tenter un autre jet du côté du Burkina Faso pour avoir dans le cadre de cette émission M. Pimanea qui est le président du cadre d'action pour la patrie du côté du Burkina Faso. Bonsoir à vous messieurs et bienvenue. Bonsoir, mon frère, bonsoir à l'ensemble de votre rédaction et à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent l'émission et qui interagissent. Merci à vous pour votre considération continue à notre égard. Merci à vous, M. Pimanea. Je rappelle bien sûr que vous réagissez en direct du Burkina Faso et ils sont privilégiés, nos téléspectateurs, nos éditeurs, pour ceux qui nous suivent en relais sur la 96.3 FM ou alors sur nos différentes plateformes Facebook ou YouTube, For You Media Africa. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous suivre une fois de plus ce soir. Alors M. Pimanea, nous parlons justement du renouvellement du mandat de la MINUSCA, la mission des Nations Unies déployée du côté de la République centrafricaine. Le renouvellement donc a eu lieu, c'était hier lundi 14 novembre 2022. Comment avez-vous accueilli cette information, ou du moins comment aujourd'hui pouvez-vous interpréter ce renouvellement-là? D'abord, c'est regrettable. Le mandat est renouvelé. Ça veut dire que la situation de crise dans laquelle la Centrafrique est depuis
plusieurs années, pratiquement plusieurs décennies, n'est pas résolu. Et c'est regrettable parce que ça veut dire que les frères africains, les frères centrafricains entre eux, n'ont toujours pas parvenu à instaurer un climat de confiance entre eux, de culture, donc qui les épargnerait donc l'ingérence étrangère. Et c'est regrettable et c'est aussi un échec politique de la classe politique centrafricaine qui n'a pas su prioriser l'intérêt supérieur du pays. Et pour se dire, c'est honteux que depuis quelques années, la Micronésie, je pense 2014, pratiquement 8 ans, qu'elle y est, la crise instaurée, les Centrafricains n'ont pas pu faire un véritable sursaut pour dire assez, l'ingérence a duré, nous sommes capables de nous parler entre nos frères, nous devons voir que nos problèmes politiques, sociaux et autres. Finalement, ça donne l'impression que, bon, il faut que la Centrafrique soit constamment sous assistance internationale avec ce que l'on sait pour que les Centrafricains épargnent des Centrafricains du Nord ou des massacres que nous avons assistés. Encore une fois, pour moi, c'est regrettable que cette force ne soit pas une force africaine, de l'Union africaine ou de l'organisation régionale et voilà qui allait se saisir de cette crise et d'amener les Centrafricains à pouvoir trouver une solution définitive. Voilà. Pourquoi parlez-vous d'échec politique du côté de la RCA alors que clairement aujourd'hui on peut le constater sur le terrain, la Centrafrique est beaucoup plus stable qu'auparavant. Le territoire qui était jadis occupé à moitié par les rebelles a été, ou du moins la majeure partie a été aujourd'hui récupérée par le pouvoir en place, dirigé d'ailleurs par le professeur Faustin Archange Touadéra. Le territoire est contrôlé par le gouvernement à pratiquement plus de 95% aujourd'hui. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui d'échec politique? Déjà l'échec politique parce que la classe politique n'a pas parvenu à s'unir. Si les casques bleus sont là, si leur présence est justifiée, quelque part, les Centrafricains, entre eux, ça reste officiel, même si on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se traiter comme seul et pour pouvoir justement régler la longue crise politique que les Centrafricains de sorte à ne pas en sorte que la population se sente menacée. Chose qui pourrait justement fournir un argument ou un prétexte pour l'abolissement d'y être. Il y a peut-être des pays, par exemple au Congo, on en a parlé la semaine passée, où de plus en plus les populations et quasiment que la classe politique est en train de demander justement le départ de l'ONU parce que ça fait plusieurs décennies qu'elle y est. On se rend compte finalement que ces crises dans certains pays africains permettent à l'ONU d'avoir une raison d'existence et que finalement les autres, ceux qui y travaillent, ne sont pas finalement focus à régler de façon définitive les crises parce que quelque part, ça va couper des privilèges d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les Centrafricains, dans leur majorité, devraient aujourd'hui parvenir à mettre fin justement à cette ingérence à travers une résolution inter-centrafricaine ou interafricaine pour définitivement barrer la route à tout pays ou à toute institution qui voudrait justifier sa présence par une sorte de protection des civils qui serait mis en danger donc par des querelles politiques. Depuis Manéa, parlons cette fois, monsieur, de cette condition qui a été mise sur la table par Bangui, en vue bien sûr de ce renouvellement-là. Bangui donc qui a exigé de la part des autorités onusiennes le respect de l'interdiction des vols de nuit. Comment avez-vous trouvé aujourd'hui cette exigence mise sur la table par la partie centrafricaine? Je trouve que c'est normal que la Centrafrique, un État souverain, pose les conditions d'une quelconque présence militaire, même s'il s'agit d'une présence onusienne. C'est d'ailleurs ce qui est
quand les forces de maintien viennent, il faut définir clairement quelles sont les missions. Parce qu'après, s'il n'y a pas de cahier de charges établi, on a vu dans certains pays où finalement ces forces-là se permettent d'agir au-delà, donc, ou en violation de la souveraineté du pays d'accueil, sous prétexte que, voilà, elles ont été appelées. Donc là, on a vu que c'est l'ONU qui a négocié sa présence. Oui. Ce n'est pas formulé des Centrafricains. Et le renouvellement a été signé suite à des négociations des Nations Unies. Et c'est normal que la Centrafrique dise voici les limites. Les raisons, ils n'ont pas expliqué à quelqu'un pourquoi ils le font. C'est un État souverain qui dit qu'ils sont prêts à collaborer avec les institutions internationales qu'elles nous ont. Voici ce que nous ne souhaitons pas, que ces forces fassent. Ça, c'est normal et c'est respectueux, c'est même courageux de la part donc, des autorités centrafricaines pour des missions avec. Alors, M. Pimadéa, on se rend clairement compte que ce renouvellement du mandat de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine intervient dans un contexte où, bien sûr, la présence de la force de l'ONU, la mission de paix de l'ONU déployée sur le continent est aujourd'hui de plus en plus critiquée, que ce soit du côté du Mali ou que ce soit du côté de la République centrafricaine, tout récemment encore du côté de la République démocratique du Congo avec la MONUSCO. Les manifestations se sont multipliées pour dénoncer la présence d'ailleurs de cette force de l'ONU sur le sol africain. Alors, comprenez-vous aujourd'hui ces réticences ou du moins cette méfiance-là vis-à-vis de cette mission de paix de l'ONU? Ça se comprend parce que finalement, comme je le disais tantôt, on se rend compte que ces forces-là ont même intérêt à ce que, enfin, les pressions qu'on a, que les crises ne prennent pas fin dans un certain nombre de pays. Alors, parce que et aussi le fait que ces forces échappent au contrôle de l'état-major des pays ou bien des institutions continentales qui les accueillent, discréditent en partie leur présence sur donc, le sol africain. Et autre chose, c'est que nous voyons des crises dans d'autres pays, sur d'autres continents, où l'ONU, la crise en Ukraine, elle dure pratiquement des mois. L'ONU ne se précipite pas d'envoyer des casques bleus pour protéger en grippe des vies qui seraient en péril en Ukraine. Mais quand il s'agit de l'Afrique, à la minute des résolutions prises, des soldats sont envoyés officiellement pour une paix, mais finalement ces soldats-là répondent à un agenda de la communauté internationale et dont la finalité serait l'aboutissement de l'installation d'un président qui serait donc dans le narratif occidental. C'est tout évident. Et de plus en plus, les yeux de la jeunesse africaine s'ouvrent à cette réalité et le jeu donc, de la communauté internationale l'ONU, c'est de non plus confiant juste à la présence donc, à l'efficacité des forces d'intervention des belligérants des mêmes pays. Et je veux dire que l'ONU aujourd'hui, pour ses forces, doit pouvoir définir clairement les rôles, mais surtout les étapes de l'accueil, doit définir des cahiers de charges clairement en disant voici là où vous devrez vous arrêter. À tout moment, quand le débat se pose, je pense que c'est ce que la Centrafrique a fait en posant clairement une condition qu'elle a tenue à ce que la partie onusienne accepte. C'est normal et ça ira ainsi en s'aggravant tant que la communauté internationale ne va pas intégrer le fait que aujourd'hui la maturité et la conscience politique et géopolitique de la jeunesse africaine est en train d'atteindre une maturité. Comme Sankara l'a dit, les yeux s'ouvrent à la réalité ou à la réalité du monde. On a assez jugé qu'à un moment donné, les gens sont prêts à attendre l'autre chose. Alors concernant effectivement ce dossier chaud autour du renouvellement du mandat de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine, les négociations autour de ce renouvellement ont été particulièrement compliquées et que prévues. En témoignent d'ailleurs ces trois pays qui clairement se sont abstenus. On parle entre autres de la Russie, on parle entre autres de la Chine ou encore du Gabon. Comprenez-vous aujourd'hui les positions de ces trois pays qui se sont donc abstenus ou du moins qui n'ont pas voulu et qui
qui n'ont pas milité pour un renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies du côté de la RCA. Comprenez-vous la position de ces 3 pays en particulier? Oui, mais la géopolitique internationale, c'est vrai, il y a cette solidarité entre peuples en lutte, mais aussi la réalité, la confusion géopolitique des intérêts des uns des autres. Aujourd'hui, la Russie est un peu marginale. La crise avec l'Ukraine, elle est sanctionnée par les Occidentaux, elle est mise en touche partout, alors que par exemple, vous avez des pays comme Israël qui permettent cela. Palestine, ça ne gêne personne. Donc, du coup, elle est dans cette logique de préserver ses alliances, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie et d'autres puissances, de préserver les alliances à travers donc, le monde et à travers le continent. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles fassent des choix en fonction de leurs intérêts et en fonction du bloc qui est en cours de construction. Ça veut dire quoi, M. Pemanea? Il fallait s'attendre à ce que la Russie s'oppose forcément à cette résolution-là. Il fallait s'attendre aujourd'hui que, compte tenu de cette solidarité dont vous parlez, que la position de la Russie soit clairement en faveur de la République centrafricaine au regard des rapprochements qui ont eu lieu ces dernières années? Bien sûr, il fallait le faire, mais en même temps, il faut aussi savoir que la Russie est membre du Conseil permanent de l'ONU, avec la Chine, du Conseil de sécurité. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est dit que quelque part, elle fait partie donc des grandes puissances qui gèrent l'ONU et qu'elle a un certain intérêt à ce que l'ONU soit là. De toute façon, si l'ONU est là, c'est aussi la Russie d'une manière ou d'une autre qui serait là et qui va pouvoir suivre les activités. Ceci dit, c'est bien parce que vous savez qu'à tout moment on peut accuser la Russie de ceci s'il n'y a pas cette semblance de présence de l'ONU. Donc c'est bien qu'on maintienne la présence onusienne tout en limitant son influence, de sorte qu'il y ait une sorte de témoin des actions de la Russie sans que ce témoin-là ne puisse créer une certaine limite à l'activité de l'ONU. Par contre, je suis d'accord parce que de plus en plus, nous regardons comment la Russie se comporte avec les pays qui ont eu le courage de s'assumer clairement avec elle ces dernières années, que ce soit le Mali, que ce soit la Centrafrique. Personnellement, j'ai un certain nombre de griefs parce que c'est vrai, la Russie fait ce qu'elle peut faire pour ces pays, mais je ne sens pas véritablement une prise au sérieux de cette relation par la Russie. Qu'est-ce que j'entends par là? Que ce soit en termes de partenariat économique, de partenariat et même au niveau international, on ne sent pas trop la Russie prendre à bras le corps la question de ces alliés africains qui de plus en plus se positionnent à visage découvert avec elle. Et ça, je pense que c'est tout un travail qu'il faut revoir et que, au même titre qu'un certain nombre de pays n'ont plus peur de l'Occident de s'assumer, au même titre, la Russie ne devrait plus aussi être dans une sorte de jeu et ne pas avoir de position assez claire quand il s'agit donc de ces pays-là. Vous pensez que la Russie aujourd'hui, sur le plan international, ou du moins du côté du Conseil de sécurité, ne porte pas suffisamment la voix du continent africain, monsieur Pemanea? Je pense, oui. De ses alliés africains? Oui, je pense qu'elle pouvait, ou du moins je pense qu'elle peut faire encore plus. Oui. Je pense qu'elle peut faire encore plus que ce qu'on voit, parce que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, on ne voit pas réellement le déclic. Le président, c'est-à-dire tout ce qui fait bruit, c'est les présidents africains dans ces pays qui prennent une initiative de rupture avec l'ancienne puissance. Oui. C'est ça surtout qui fait bruit. Mais en retour, moi je ne vois pas, le Mali est voisin, et qu'est-ce que le Mali n'avait pas, en tout cas de façon concrète,
qu'aujourd'hui, la Russie a dit, ben, en tant que notre allié, en tant qu'un pays qui s'est assumé, nous, voici ce que nous pouvons faire de façon claire pour essayer d'accompagner le Mali. Mais sur le plan sécuritaire, des avancées ont été observées, notamment en fourniture. Sur le plan militaire, je veux dire, M. Pemanéa, du côté du Mali, on a vu dans cette coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, les FAMAS sont dotés d'un matériel de dernière génération aujourd'hui, grâce en partie également à cette coopération qui lie le Mali à la Russie. Donc clairement, peut-être également à ce niveau, des avancées ont été observées. Oui, il y a eu des échanges commerciaux, surtout avec l'industrie de l'armement russe. Je le reconnais, c'est vrai, mais je dis que la Russie pouvait faire encore plus. Vous savez, dans les années 80, sous la révolution avec Thomas Sankara au Burkina Faso ici, il y a eu une période de disette de famine où, à son temps, l'URSS avait envoyé 500 000 tonnes de blé. Et Sankara avait dit que c'était une honte pour une grande puissance qu'est l'URSS, qui est première nation productrice de blé, d'envoyer 500 000 tonnes, que c'était peu. Et c'est vrai, je pense, honnêtement, que la Russie peut faire beaucoup plus que ce qui a été fait avec le Mali. Et parce que, justement, cela va conditionner la suite. Parce que de plus en plus, les Africains, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas que nous quittons une puissance pour aller vers une autre puissance. Il y a une alliance qui ne fonctionne pas ou qui a beaucoup de limites avec l'Occident. Qu'à un moment donné, les Africains ne sont plus prêts. Alors, la Russie doit aujourd'hui comprendre que si cette collaboration avec elle ne produit pas des résultats escomptés dans un bref ou dans un délai assez record, soyez sûr qu'elle sera critiquée vis-à-vis du continent. C'était pareil, rappelez-vous de la Guinée sous Sékou Touré. La Guinée sous Sékou Touré en 1958 a pris la ferme résolution d'exiger l'indépendance immédiate, d'exiger un certain nombre, d'exiger une rupture avec la France et de s'allier, de s'assumer aux côtés de l'URSS. Mais quels ont été les résultats par la suite? On a constaté que l'URSS n'avait pas pris cette collaboration-là un peu trop au sérieux pour s'investir réellement avec les Guinéens afin de construire la Guinée pour qu'aujourd'hui nous nous disons que voici un pays dans les années qui s'est démarqué de la France, qui est allé avec l'URSS et voici qu'elle est devenue une puissance. Aujourd'hui, la situation en Guinée reste à désirer. Ce que je suis en train de dire, nous devrons faire en sorte que l'histoire ne se répète pas aujourd'hui avec nos pays. La Russie doit avoir le courage, enfin doit avoir la sincérité et la clarté de soutenir sans embâche et d'investir de façon directe, de façon concrète et de façon assumée dans les pays qui ont aussi eu le coup de s'assumer. Je pense qu'elle peut faire mieux. Je critique pour qu'elle fasse encore plus. Voilà. En Afrique, vous savez, quand quelqu'un dit merci, c'est pour ce que vous avez fait aujourd'hui, mais pour ce que vous allez faire demain. Donc, mes critiques s'inscrivent dans cette logique pour dire que le Mali a pris le risque d'appeler la Russie. La Russie doit aussi, au-delà de ce qu'elle fait, montrer que le Mali n'avait pas eu tort de vouloir changer de partenaire. Merci à vous, M. Pemanéa. Nous poursuivons d'ailleurs notre échange autour, bien sûr, de la République centrafricaine avec le renouvellement officiel donc du mandat de la mission des Nations Unies, cette mission de paix déployée donc du côté de la République centrafricaine. Il y a également cette condition qui a été posée sur la table par Bangui, c'est-à-dire celle du respect de l'interdiction, bien sûr, des vols de nuit. Vous pensez aujourd'hui que le fait de poser des conditions en quelque sorte à la mission de l'ONU et de l'autre côté clairement de réduire sa présence sur le territoire centrafricain pourrait amener ou du moins contraindre la MINUSCA à être plus performante et plus efficace sur le terrain? Oui, je pense, mais je pense surtout que ce sont les garde-fous. Quand vous dites clairement à parce que vous savez, quand une force militaire vient s'implanter dans votre pays, peu importe sa nature, c'est votre souveraineté qui est en partie amputée. Et donc, je suis d'accord pour ces dispositions prises et il va falloir qu'à la longue,
que, je ne sais pas trop les clauses militaires qui se négocient, qu'il y ait une sorte de compte-rendu des activités de la MINUSPA au chef d'état-major de la Centrafrique, ou que l'Afrique crée un état-major un peu général des forces armées, de sorte que quand l'ONU viendra intervenir dans un pays africain, que ces forces-là soient sous commandement donc, des Africains, à pouvoir voir clairement ce qui se mène et ce qui se trame, parce qu'il y a beaucoup de choses pas trop nettes qui se sont passées dans beaucoup de pays avec l'ONU. Monsieur Pema, je reviens vers vous dans quelques minutes. Le temps pour nous de prendre bien sûr Monsieur Gallo Sélé qui est déjà des nôtres. C'est un téléspectateur qui voudrait réagir dans le cadre de ce programme de l'info à chaud. On me fait signe d'ailleurs du côté de la réalisation qu'il est calé. Bonsoir à vous Monsieur Gallo Sélé, bienvenue. Quel est votre point de vue sur la thématique de ce soir? Oui, bonsoir M. Nguéné, bonsoir à votre invité, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Foryou. Franchement, M. Nguéné, la question que vous avez posée ce soir me rappelle une grosse frayeur que nous avons eue ici au Cameroun quand le problème anglophone a commencé. Nous avons vraiment eu peur que cela devait nous ramener cette racaille de l'ONU. Excusez-moi du terme, hein, c'est pas vraiment c'est pas méchant, parce que vraiment nous nous sommes dit, avec ce phénomène-là, on va avoir l'ONU, ces missions-là dans notre pays. Bon, Dieu soit loué, les choses se sont un peu calmées et nous sommes un peu rassurés. Oui. De quoi s'agit-il, M. Nguéné? Allez-y. Il faut comprendre ce que c'est que l'ONU ou ces missions-là, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux les positions de Djamena ou bien, je dis de Djamena, de la RCA ou du Mali. Oui. Ces gens-là, quand ils arrivent dans nos pays, ils sont dans leurs valises les condoms, les Viagra, quelques billets de CFA et quelques monnaies, quelques devises étrangères pour corrompre les gens. Ils se passent pour des forces d'interposition. Mais sur le terrain, on les voit alimenter les terroristes en armes. Et quand les terroristes viennent tuer les populations, ils n'interviennent pas. Ils vous disent que la mission n'a pas comment dire, ils disent que leur mission n'a pas pour obligation de tirer sur les rebelles, sur ces rebelles ou sur les terroristes. Ils ne sont qu'une force d'interposition. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire une force d'interposition qui laisse les terroristes tuer les populations? Et pendant qu'ils sont là, on voit des jeunes filles qui sont enceintes, qui nous font des métisses, pour ceux qui viennent de je ne sais d'où. Ce sont des gens qui viennent de tous les pays. Ils ne parlent même pas notre langue. Mais ils sont là avec une seule mission logistique, fournir les armes aux terroristes pour maintenir, pour activer ces trucs-là. Et parallèlement, ils empêchent aux pays qu'ils occupent, par une loi de l'ONU, un embargo sur les armes. Résultat, ce sont ces gens-là qui contrôlent nos pays. Mais grâce au travail du président Touadéra, avec la coopération de la Russie, ils ont réussi petit à petit à redonner une force au FACA. Du coup, la présence de ces gens n'est plus nécessaire. Et d'ailleurs, cette décision qu'ils ont prise était contre l'avis des Centrafricains. Les Centrafricains ne voulaient plus de la MINUSCA. Ils ne voulaient plus de la MINUSCA. Et maintenant, j'ai entendu votre invité dire que la Russie doit être... Non, la Russie a toujours été du côté des Africains. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas souvent la bonne information parce qu'elle n'était pas présente sur le terrain. Mais aujourd'hui, la Russie est en RCA, elle est au Mali, elle connaît la réalité du terrain. Ces décisions sont vraiment la bienvenue. Mais sinon, chaque fois qu'une mission de l'ONU dans nos pays ne sera pas directement sous l'autorité de nos forces d'état-major, ce sera toujours des forces nuisibles. Ils seront considérés comme une force d'occupation. C'est pour cela que je propose aux Africains non seulement d'interdire ces vols de nuit, même les vols de jour. Parce que, qu'est-ce qui... Monsieur Nguéné, allez-y. Une minute pour clarifier ce point-là. Allez-y, monsieur Gallo Sélé. Allez-y. Pourquoi le RCA insiste sur les vols de nuit? C'est qu'aujourd'hui, les Africains sont équipés de téléphones, d'appareils, de photos et tout, ils peuvent filmer toutes les activités malsaines que ces gens font le jour. Donc il ne reste plus que la nuit pour opérer toute leur malversation de livraison d'armes
aux terroristes, ou bien de transport des terroristes vers des zones fragiles où ils vont commettre des crimes macabres. Donc du coup, le président Touadéra, comme c'est un grand mathématicien, il fait ce qu'on appelle l'intégration par partie. Il n'est pas militaire. Si c'était un militaire, il devait tout simplement dire, comme au Mali, interdiction de vol. Au Mali, c'est l'interdiction de vol. Les Maliens, c'est les militaires. Mais le président Touadéra, qui est un mathématicien, il va toujours doucement. Il a dit, ok, si vous faites quelque chose le jour, on va voir. Mais par contre, la nuit, comment on ne peut pas vous voir? Nous, on interdit ça la nuit. C'est tout. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette mesure d'interdiction. C'est qu'elle sait très bien que cette force est nuisible. Mais elle ne pourra plus agir dans la journée puisqu'on a l'œil sur eux. Mais par contre, la nuit, on va interdire. Parce que la nuit peut faire des choses terribles pour le RCA. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Nguéné. Bonne soirée à vous. Ah, merci également à vous, M. Galé-Sili, pour votre intervention dans le cadre de cette émission de l'Info à chaud. Alors, je reviens fraîchement vers vous, M. Pebadea. Vous avez suivi notre téléspectateur qui réagissait. Je pense qu'on va prendre Zerfel. On va prendre Zerfel également qui voudrait se prononcer avant de revenir vers vous, M. Pebadea. Alors, bonsoir, M. Zerfel, et bienvenue. Ok, bonsoir mon frère, journaliste, bonsoir à votre invité, bonsoir à mon frère qui vient de partir. Moi je vais dire, parce que je l'ai écouté, votre invité, il dit qu'il est en train de faire des critiques. Mais attends, comment on va aider l'Africain? Quand quelqu'un vient t'aider là, tu dois lui montrer ce que tu as besoin. C'est pas celui qui vient là, qui va te dire, qui va te donner des idées pour que il puisse t'aider. C'est toi qui as besoin de ça. Mais si le monsieur, la Russie aujourd'hui vient de certains pays africains. C'est ce qu'ils ont demandé, ces pays-là, ce qu'ils ont demandé à la Russie. C'est ça la Russie leur donne. Donc, la Russie ne peut pas prendre tout son capital pour venir déposer chez toi. Et tandis que tu croises les bras, tu ne cherches pas à développer ton pays ou aller de l'avant. Et puis, comment on va te donner tous les jours. Quelqu'un vient chez toi, c'est que tu n'en as pas là. Tu as dit qu'au lieu de me donner du poisson à manger tous les jours, il faut m'apprendre à pêcher. Comme ça, le jour que tu ne seras pas là, moi je peux aller à la pêche pour que je puisse nourrir mes enfants. Ça, c'est la moindre des choses. Vous n'avez pas à critiquer la Russie parce que la Russie n'a pas fait plus que. Ils vont faire plus que comment. C'est-à-dire qu'ils vont venir déposer tous les chars qu'ils ont fabriqués là-bas chez toi. Non. Il faut leur demander que vous êtes venu m'aider là. Il y a une manière aussi de m'aider encore pour ne pas venir toujours chez vous. Donc, montrez-moi comment vous avez fait vos affaires là. Ça, c'est la moindre des choses. Ne dites pas, parce que quand l'Africain demande toujours, il va s'asseoir là et puis on va le nourrir et puis il va gonfler comme un Michelin. C'est ça. Et puis après, il va créer des guerres dans son pays. Non, c'est pas ça. La manière aujourd'hui que la Russie est venue en Afrique, là, bien sûr que vous avez vu le président guinéen, la Guinée-Bissau, ouais, la Guinée-Bissau. Quand il est parti voir Poutine, là, il a changé de langage. Il a changé de langage. Hier, au lieu de parler en français, il a parlé en portugais pour bien s'exprimer. Et Macron a bien compris ce que Poutine, parce qu'il ne peut pas dire que Poutine m'a dit ça, mais c'est que Poutine a mis pendant 3 heures là, ce qu'ils ont discuté là. Et le gars, il a compris que c'est pas la France qui va développer ton pays. C'est toi-même qui vas prendre tes choses, tes responsabilités pour développer ton pays. Moi, je peux t'aider dans ce sens pour que ton pays avance. Mais si tu veux écouter les Français, c'est ton problème. C'est ça le monsieur. Il a dit hier sur les plateaux. Et directement à vous de comprendre ce qu'il veut dire par là. Macron, il a compris. Et ça, c'est rentré bien dans ses oreilles. Aujourd'hui, ce que moi je vois aujourd'hui, ce que la Russie est en train de faire, c'est nous qui allons nous dépêcher pour demander à la Russie de venir nous installer des usines de fabrication de ces armes-là. Ça, c'est la moindre des choses. Ne dis pas que les gens vont nous aider. Tu as demandé quoi? Tu as demandé pour qu'on vienne chercher seulement les rebelles, ou tu veux qu'on développe ton pays en même temps, installer des trucs pour apprendre à tes enfants le jour que la Russie ou celui qui est là aujourd'hui pour nous défendre, s'il n'est pas là, toi tu peux te défendre un jour. Ça, c'est la bonne chose. Donc, arrêtons de dire des trucs, faire des analyses. Bon, chacun a sa manière de parler, de voir les choses au bout de sa langue. Mais moi, quand je le vois là, quand moi je veux demander quelque chose chez quelqu'un, je lui demande, alors apprends-moi comment tu as fait les choses.
qui a fait telle chose. Alors c'est à lui maintenant, s'il veut m'aider, il va me montrer. Ou dans le cas contraire, il ne va pas me montrer. À ce moment-là, on ne se sépare. Voilà la vérité. Donc, moi, je suis là aujourd'hui, je vais m'arrêter là, oui. Parce que il y a d'autres qui vont appeler, bon, qui vont dire aussi leurs opinions. Donc, je vous dis merci. Et puis, l'émission continue, quoi. Oui. Et nous, je vous écoute, sûr. Merci. Ah. Merci à vous, Zerfel, pour votre contribution dans le cadre, bien sûr, de cette émission de l'Info à chaud. Alors, je reviens vers vous. On fait quoi du côté de la réalisation? On repart vers Pema? Ah oui, d'accord, on repart vers Pema Neya. Alors, monsieur Pema, vous avez suivi nos différents, d'ailleurs, téléspectateurs, vous les avez suivis, ces deux interventions. Alors, quel est le commentaire que vous pouvez apporter suite à l'intervention de monsieur Gallo Célé ou encore sur celle de Zerfel? De problèmes de son à vous écouter, à écouter les interventions. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec le résumé des deux interventions pour que je puisse réagir aux besoins. Alors, monsieur, pour ce qui est bien sûr de monsieur Gallo Célé, le premier qui nous a contacté d'ailleurs il y a quelques instants de cela, il est revenu sur le grand bâtisseur qu'est le professeur Faustin Archange Touadéra, mais il a surtout loué cette condition, cette exigence mise sur la table par Bangui, celle bien sûr du respect de l'interdiction des vols de nuit du côté de la République centrafricaine. Il s'est par ailleurs insurgé contre la poursuite de cette mission de l'ONU, cette mission de paix de l'ONU à travers bien sûr le continent africain, voire du côté de la République centrafricaine. Le deuxième intervenant, qui n'est autre que Zerfel, lui, il est revenu sur l'intervention russe, ou du moins de la présence russe sur le continent aujourd'hui. Il semble plutôt louer les mérites de cette puissance-là, qu'il trouve d'ailleurs au service des Africains. Il dit d'ailleurs que ce sont les Africains qui doivent donner les lignes de conduite à la Fédération de Russie quant à un éventuel partenariat gagnant-gagnant. Alors, quel est le commentaire que vous pouvez porter sur ces deux interventions? Oh non, je pense que fondamentalement, il n'y a pas de commentaire assez particulier à faire. Oui. Seulement ce que je dis tout le temps aux Africains, vous savez, il faut d'abord et surtout compter sur nous-mêmes, oui. De sorte que notre destin ne puisse pas dépendre forcément des humeurs d'une personne. Oui. La Russie, aujourd'hui, semble être d'une bonne disponibilité à nous accompagner. Effectivement, c'est à nous de définir donc là où nous souhaitons qu'elle intervienne et c'est à nous de suivre justement les différents accords que nous sommes en train d'engager avec elle. Et je pense que c'est bien vu. Et je pense aussi que la décision revient au président centrafricain d'accepter ou pas une mission de l'ONU. De toute façon, elle ne peut pas s'imposer à lui et de définir les conditions. Je pense que la Centrafrique a plutôt bien fait, comme l'a dit l'autre, de poser ces conditions. Et puis progressivement, que les Centrafricains entre eux parviendront à trouver une solution à leur crise et de sorte à éliminer donc les ingérences qui deviennent de plus en plus fréquentes. Vous savez que quand il y a assez d'ingérences extérieures dans une crise, elle devient difficile à résoudre parce que chaque partie prenant a ses intérêts à préserver, surtout que c'est un pays à fort réservoir de diamants ou de ressources, donc naturellement ça aiguise des appétits. Les deux interventions, je pense que je n'ai pas de commentaires assez particuliers à faire. Oui, monsieur Pema Neya, puisque vous n'avez pas de commentaires sur ces deux interventions, je voudrais néanmoins que vous reveniez, avant qu'on ne ferme cette émission, sur un certain nombre de conditions également, ou du moins quelques sollicitations faites par l'ONU, à l'endroit d'ailleurs des autorités de Bangui. Selon l'ONU, d'ailleurs, selon le texte qui a été adopté hier lundi du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités d'ailleurs de ce côté exhortent la Centrafrique et demandent d'ailleurs aux États et des régions d'ailleurs de ce côté d'assurer la sûreté de la libre circulation de l'ensemble du personnel de la mission de l'ONU, de son matériel, de ses vivres, des fournitures et bien d'autres, avec accès immédiat et sans entrave ni retard à tout le territoire centrafricain, y compris bien sûr des voies aériennes et voire même de nuit. Quel est le commentaire que vous pouvez apporter sur ce texte adopté du côté du Conseil des Nations Unies? Ça, ce sont clairement les exigences qui ont été soumises par la partie qui est bien sûr les Nations Unies.
Je pense que c'est des exigences qui sont en principe inacceptables pour un pays souverain, parce que remettant en cause sa souveraineté, parce que remettant en cause donc son intégrité, etc. Oui. C'est pourquoi je disais tantôt que tant que cette crise ne sera pas résolue, je pense que la Centrafrique s'est aussi battue pour obtenir un certain nombre de conditions, même si le reste des conditions reste totalement inacceptable. Je suis pour que quand il y a une situation de crise d'un pays, qu'il y ait des interventions pour amener les partenaires à se comprendre et à s'entendre. La médiation est même africaine. Et moi, je suis plutôt pour que ce soit une médiation des Africains, un leadership porté par les Africains, pour amener donc un pays en conflit ou en difficulté à sa femme. C'est toujours comme ça. Regardez en Europe, quand il y a une situation, c'est l'Union européenne qui se saisisse et qui règle la question entre elle avec la solidarité qui s'y est. Pourquoi quand il s'agit de nous, Africains, voilà, c'est le monde qui se saisit pour en faire leurs problèmes et les Africains deviennent spectateurs sur leur propre sol. Ça me paraît injuste, ça me paraît insultant et finalement ça développe un sentiment de révolte à mon niveau. Vous l'avez d'ailleurs relevé, nous l'avons relevé tout au long de cette émission. Le renouvellement d'ailleurs du mandat de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine s'est fait dans un climat un tout petit peu difficile, compliqué clairement. Au regard de ces nombreuses protestations qui sont observées sur le terrain, de ces manifestations qui se multiplient à travers le continent aujourd'hui concernant d'ailleurs cette mission de l'ONU, comment entrevoyez-vous l'avenir de la mission de paix de l'ONU du côté de la République centrafricaine? Il faut que la Centrafrique fasse beaucoup d'efforts. Il faut que le président continue à échafauder, à trouver les moyens pour réunir autour de lui le maximum des leaders centrafricains pour définitivement résoudre cette crise et annoncer la fin définitive donc, de cette mission. Parce que nous savons, je le répète encore, quand l'ONU s'installe dans une mission, onusienne s'installe dans un pays, il est très difficile pour cette mission-là de partir. Et on a même l'impression que cela alimente davantage le conflit de sorte à justifier ou qui permet de justifier sa présence. Donc il faut beaucoup d'efforts au niveau de la Centrafrique puisque c'est une crise politique intercentrafricaine, mais qui est aussi qui est aussi tiré par des partenaires extérieurs. Donc il faut pouvoir faire en sorte que cela puisse s'arrêter. Les Centrafricains prennent leur pays pour dire c'est notre pays à nous, on peut se parler, on peut le régler, on n'a pas besoin vraiment d'une telle présence continue pour justement régler cette situation. C'est la seule issue. Sinon, vous verrez qu'une partie de la Centrafrique, instrumentalisée ou pas, appellera toujours à un soutien extérieur pour protéger les civils et ça fournit donc des prétextes à des puissances de s'installer dans ces pays, et ce qui est regrettable parce qu'on sait bien qu'elles y sont avec des intérêts et avec un positionnement géopolitique. Merci à vous, M. Pemadeya, mais surtout, bonne fin de soirée du côté du Burkina Faso. Merci beaucoup, merci à tous et voilà, et merci à ceux qui ont également apporté leur point de vue. Merci. Voilà, nous sommes au service de l'Afrique, nous sommes au service du monde. Merci également à vous d'avoir été nombreux à nous suivre via toutes nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas. Vous avez été là du début jusqu'à la fin, merci. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde. Installez-vous confortablement puisque tout à l'heure à partir de 18h30, MBL, Mohamed Bachir Ladane s'installera dans le cadre du point sur l'actualité. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.